Nous allons maintenant étudier la face médiale du genou et je vous propose de commencer par quelques notions d'anatomie. Nous allons baser l'examen échographique du genou sur des repères anatomiques simples. Des repères osseux tout d'abord, avec au versant fémoral d'une part la saillie osseuse relativement volumineuse de l'épicondyle médial et au versant tibial d'autre part, sous la partie postérieure du plateau tibial, une dépression en forme de gouttière qui donnera insertion au tendon réfléchi du semi-membraneux. À hauteur de l'interligne, on visualise le ménisque médial sur toute sa périphérie. Le ligament collatéral médial est composé de deux faisceaux, un faisceau profond assez fin, correspondant à un épaississement capsulaire, très adhérent au ménisque lui-même et composé de deux bras, le ligament ménisco-fémoral en haut et le ligament ménisco-tibial en bas. Le faisceau superficiel le recouvre, beaucoup plus volumineux et d'ailleurs beaucoup plus important sur le plan biomécanique. Ce faisceau superficiel est très étendu, il s'insère en haut sur l'épicondyle médial et un peu en arrière de celui-ci, il descend tout droit, recouvre l'interligne où il est le plus large, jusqu'à 20 mm, et s'insère en partie à 1 cm sous le plateau, mais surtout très bas, 6 à 8 cm sous l'interligne, au bord médial du tibia. Le tendon réfléchi du semi-membraneux appartient lui aussi à la face médiale du genou. Le muscle semi-membraneux est postérieur à la cuisse, il fait partie des ischio-jambiers, mais l'insertion de son tendon distal est complexe avec 5 bras. Le bras le plus antérieur, dénommé tendon réfléchi, a un trajet pratiquement horizontal le long de la gouttière osseuse tibiale dont on a parlé, où il est recouvert par le ligament collatéral médial. On termine avec la patte doigt, vocable qui regroupe les tendons des 3 muscles dont on a coutume de se souvenir avec le moyen mnémotechnique sagrate. Le sartorius en avant, le gracile au milieu et le semi-tendineux en arrière. En fait, on voit sur ce schéma très simplifié que les muscles et la partie proximale des tendons sont effectivement dans cet alignement d'avant en arrière avec un trajet vertical oblique en avant d'à peine 30 degrés environ. Mais à hauteur de la métaphyse tibiale supérieure, leur trajet s'angule d'environ 60 degrés pour être pratiquement horizontal à leur insertion sur la face antéromédiale du tibia, assez proche de la tubérosité tibiale antérieure. Juste avant leur insertion, ils recouvrent la distalité du ligament collatéral médial. Pour examiner la face médiale du genou, on peut laisser le patient décubitus dorsal et en rotation externe comme ceci. À titre personnel, je préfère que le patient soit vraiment en décubitus latéral, ce qui me permet d'explorer plus loin en arrière vers le creux poplité, notamment pour remonter le long de la patte doigt. On commence l'exploration de cette face médiale du genou en posant la sonde dans le plan frontal à hauteur de l'interligne articulaire. Il est facile de repérer le ménisque sous forme de ce triangle hyperéchogène de contours réguliers. J'en profite ici pour rappeler que le bord libre du ménisque en profondeur ici n'est jamais examiné de façon pertinente en échographie et que toute lésion méniscale suspectée devra bien sûr être confirmée par une IRM. Néanmoins, vous voyez ici qu'on visualise parfaitement la périphérie du ménisque. On peut, en gelant l'image ici, tracer une ligne bicorticale du tibia au fémur. Si la périphérie du ménisque dépasse de plus de 3 mm cette tangente, on pourra parler d'extrusion méniscale, qui est un signe assez fiable de gonarthrose. De même, au niveau des surfaces articulaires, on recherchera d'éventuels ostéophytes sur les rebords ostéocartilagineux, même si bien sûr on est censé les avoir regardés d'abord en radio. On peut donc balayer ce ménisque d'avant en arrière, depuis la corne antérieure, sa portion moyenne, et jusque en arrière pour rechercher d'éventuelles fissures ou kystes méniscaux. On arrive ici en arrière à la portion tout à fait postérieure, de la corne postérieure du ménisque médial. C'est ici qu'il faudra, dans un cadre traumatique, rechercher une éventuelle désinsertion capsulo-méniscale au niveau de cette rampe méniscale. Partout, sur toute sa périphérie, le ménisque doit être adhérent à la capsule. Si on visualise une petite quantité de liquide ici en arrière de la périphérie du ménisque, c'est un bon argument pour évoquer une désinsertion capsulo-méniscale.
Les récessus articulaires ménisco-tibial et ménisco-fémoral sont très fins à l'état normal, ne contenant éventuellement que quelques gouttes de liquide. On peut mieux les discerner et les remplir éventuellement un petit peu plus en déverrouillant le genou, en mettant un tout petit peu de flexion parce que ça déverrouille le ligament collatéral et donc permet de mieux remplir les récessus. C'est à ce niveau qu'on recherchera dans le cadre des lésions méniscales d'éventuelles languettes méniscales luxées, donc soit ici dans le récessus ménisco-tibial, soit plus haut dans le récessus ménisco-fémoral. Le ménisque médial peut également être examiné dans le plan axial, même si c'est un peu moins informatif. On pivote la sonde à 90 degrés. Au-dessus, on se trouve ici sur la corticale du fémur. Dès qu'on va baisser la sonde vers le bas, on est dans le plan du ménisque ici, qui apparaît plutôt relativement hypoécogène, avec plus bas le plan du plateau tibial. On remonte ici sur le ménisque. C'est une coupe plutôt un peu moins informative, mais qui permet de montrer parfois de façon assez élégante des dépôts microcristallins intraméniscaux et également dans le cadre des kystes de montrer plus facilement parfois les fissures méniscales qui les alimentent. On va maintenant examiner le ligament collatéral médial qui est donc formé de deux faisceaux. Son faisceau profond est très adhérent au ménisque médial. Il est formé d'un ligament ménisco-tibial qu'on voit bien ici et d'un ligament ménisco-fémoral qui est également très fin, très adhérent au ménisque, parfois difficile à dégager à l'état normal. On les verra mieux dans le cadre des entorses où ils sont généralement épaissis. Le faisceau superficiel du ligament collatéral médial est beaucoup plus épais que son faisceau profond, très fibrillaire, hyperécogène à l'état normal. Il s'insère en haut sur l'épicondyle médial et un peu en arrière de celui-ci, où il est relativement épais. À partir de ce point, dans le plan coronal, on peut balayer le ligament sur toute son étendue, qui, vous allez le voir, descend très bas au-delà du plateau tibial médial. On y va, on continue à descendre. Vous voyez que le ligament recouvre ici systématiquement une ou ici deux petites artères qui sont les artères inférieures médiales du genou qui séparent le ligament de la corticale et il faut donc encore descendre pour trouver l'insertion tibiale inférieure de ce ligament collatéral médial. On va ensuite balayer le ligament collatéral médial dans son plan transverse, donc en pivotant la sonde à 90 degrés. On part ici de son insertion haute sur l'épicondyle médial. On va s'apercevoir rapidement que ce ligament, contrairement au latéral, est plutôt une bande assez étendue d'avant en arrière, de 10 à 20 mm de largeur selon le plan où on se trouve. Il passe au-dessus de l'interligne et ensuite on peut jouer un petit peu avec l'anisotropie à sa partie basse où il est plus fin pour le suivre jusqu'à son insertion tibiale. Vous remarquez ici, voilà le ligament collatéral médial, qu'au-dessus, il va être recouvert par des structures tendineuses qui passent d'arrière en avant, 1, 2 et 3, qui correspondent aux tendons de la patte doigt qu'on va mieux visualiser ensuite. Voilà la fin du ligament collatéral médial ici. Si je repasse dans le plan coronal, on se retrouve ici sur son insertion. Donc, dans le cadre des entorses suspectées du ligament collatéral médial, on peut s'aider d'une manœuvre dynamique pour distinguer les grades 2 où le ligament est encore en continuité, des grades 3 où il est vraiment rompu. C'est la manœuvre de valgus qui est bien connue des cliniciens. Pour ça, il va falloir déverrouiller le genou. Donc, on met un rouleau ou un drap roulé, ce que vous voulez, pour faire une petite flexion et un déverrouillage du genou. Et on va s'aider d'un deuxième rouleau entre les pieds du patient pour caler les deux pieds comme ça, pour faire une contre-pression. Avec notre main libre, on va appuyer sur la face latérale du genou et on va examiner le ligament collatéral dans son plan frontal comme d'habitude. Voilà, on fait comme ça et le patient doit donc bien penser à faire la contre-pression et pas rester tout mou de l'autre pied. Voilà. On repart de la coupe coronale du ligament collatéral médial et on va s'attacher à regarder notre plateau tibial médial en balayant vers l'arrière. On va tomber sur cette petite dépression osseuse qui contient une formation ovalaire hyperécogène sous le ligament collatéral médial. Cette formation, c'est le tendon réfléchi du semi-membraneux. Si on continue vers l'arrière,
on va voir qu'elle vient rapidement se fondre dans le tendon direct du semi-membraneux, qui est ici vu, lui, dans son grand axe, puisqu'il a une direction descendante, et ici, les fibres du tendon réfléchi qui progressivement vont donc disparaître. Le tendon réfléchi du semi-membraneux peut également être visualisé dans le plan axial en partant de son tendon d'origine, donc le tendon distal du semi-membraneux. Ici, voilà le muscle, la partie haute du creux poplité. On descend le long de ce tendon distal en jonglant avec l'anisotropie. Une fois qu'on a passé l'interligne articulaire, on voit qu'à partir de ces fibres du tendon distal qui devient le tendon direct, s'émettent des fibres qui seront de grand axe horizontal et qui vont venir s'insérer ici sur le plateau tibial médial à sa partie plutôt postérieure. On jongle un petit peu avec l'anisotropie pour mieux dégager ces fibres du tendon réfléchi, donc de direction postéro-antérieure. On peut repartir dans le plan frontal sur cette région du tendon réfléchi du semi-membraneux. Si on applique une légère flexion en déverrouillant le genou, on peut observer éventuellement une petite bourse, la bourse du semi-membraneux, qui est disposée en U inversé entre le ligament collatéral médial en surface et le tendon en profondeur. Celle-ci peut être éventuellement distendue par différentes pathologies. On va terminer l'examen de la face médiale du genou avec la fameuse patte doigt qui tient son nom de son analogie de forme avec la patte du noix. Il s'agit de la terminaison des trois muscles sartorius, gracile et semi-tendineux. On a parfois des difficultés à la trouver en échographie, il faut bien le dire, car même si elle est très superficielle, elle est très fine et d'une orientation un peu particulière avec l'angulation de sa distalité. Pour s'y retrouver, je vous propose donc de commencer par balayer ce qu'on connaît le mieux, ce qu'on repère avec le plus de facilité, c'est le tendon du semi-tendineux, la fameuse cerise sur le gâteau de semi-membraneux. Donc voilà ici le tendon du semi-tendineux, donc je suis allée le chercher assez haut dans le creux poplité, au-dessus du semi-membraneux. Si on pousse ce tendon, si j'ose dire, dans le bord de notre image, on va visualiser un peu en dedans un plus petit tendon qui correspond au tendon du gracile et encore plus vers l'avant, une formation qui est encore musculaire qui correspond au sartorius qui conserve donc sa partie musculaire la plus basse. On descend ici un peu plus, tendon du semi-tendineux, le semi-membraneux s'est intercalé, le gracile et ici le sartorius. Si je gèle l'image, vous voyez ici la position de ma sonde au creux poplité qui est à sa partie médiane, donc inclinée à peine en bas et en arrière pour bien être perpendiculaire par rapport à nos trois tendons qui s'orientent bien sûr vers l'avant. À partir de cette position de sonde, je vous propose de suivre maintenant les tendons de la patte doigt en commençant par le semi-tendineux. On descend donc vers le bas et l'avant en restant perpendiculaire à l'axe de notre tendon. Vous voyez qu'il est en petit axe, toujours en petit axe. Je descends et là, sans changer l'inclinaison de ma sonde, on va voir que ces fibres, brutalement, partent pratiquement à l'horizontale vers l'avant, ici, et recouvrent au passage le ligament collatéral médial qui est pratiquement à son insertion. Si on continue vers l'avant, donc ici, c'est la terminaison du tendon du semi-tendineux qui va venir s'insérer sur la corticale antéromédiale du tibia, finalement relativement près de la tubérosité tibiale antérieure qui est cachée ici. Tourne un peu ton genou vers l'arrière et on arrive ici pratiquement sur la TTA. On peut faire de même avec les autres tendons. Si je remonte la sonde au creux poplité, on va revenir vers le tendon du gracile qu'on repère bien ici. On descend le long du gracile dans son petit axe. Et là, à nouveau, on va avoir un changement d'orientation. C'est ma sonde qui n'est pas tout à fait dans le bon plan. Voilà le tendon du gracile dans son petit axe. On descend vers l'avant. Et voilà les fibres qui se sont ici horizontalisées et qui vont venir s'insérer en avant, là encore, sur la corticale antéromédiale du tibia. On termine avec le sartorius, ici, le muscle qui descend relativement bas, qui va cravater le ligament collatéral médial, et les fibres tendineuses ici, on descend, et
les fibres qui sont relativement épaisses en principe et qui vont là encore s'orienter vers le bas. Vous devez voir la position de la sonde pratiquement dans le même axe, mais ici la terminaison du tendon est vue en longitudinal, on pourrait dire. Il faut insister sur les rapports étroits entre la terminaison du ligament collatéral médial et celle des tendons de la patte doigt. Vous voyez leur contact étroit au niveau où les tendons de la patte doigt sont dans leur segment horizontal et ils sont séparés à cet endroit de la corticale du tibia par la distalité du ligament collatéral médial. On peut pivoter la sonde à 90 degrés pour bien s'en rendre compte ici. On retrouve notre ligament collatéral médial, les artères dont on a parlé, l'insertion ligamentaire. Et si on regarde bien attentivement en superficie, on distingue ces formations ovalaires qui sont plus ou moins coalescentes pour les deux du bas. Ici en haut, le sartorius, puisque du fait de leur angulation, le tendon qui était le plus antérieur, le sartorius, devient supérieur. Le gracile ici reste au milieu. Et le tendon qui était le plus postérieur devient inférieur, c'est le semi-tendineux. Ici, ils sont donc posés au-dessus du ligament collatéral médial. Et quand on va décaler la sonde vers l'avant, on sort du ligament collatéral médial et on arrive sur la zone d'insertion des tendons de la patte doigt ici. Si je continue à balayer vers l'avant, je vais arriver sur la tubérosité tibiale antérieure que vous retrouvez ici. Donc leur insertion est vraiment antéromédiale, ce qui leur permet d'être non seulement fléchisseurs, mais aussi rotateurs internes. Vous avez donc vu que l'examen de la face médiale du genou est relativement simple en ce qui concerne les petits récessus articulaires, le ménisque médial, le ligament collatéral médial et le tendon réfléchi du semi-membraneux. C'est un peu plus sioux pour la distalité des tendons de la patte doigt, mais avec des repères anatomiques bien précis et bien connus, on s'en sort assez facilement quand même. Alors, à vous de jouer maintenant.